Bonsoir. 300 000 personnes défilent contre le racisme et la xénophobie à Berlin. Helmut Kohl conspué par des manifestants. L'homme du printemps de Prague est mort. Alexander Dubček s'est éteint à l'âge de 70 ans. Édouard Balladur souhaite que toute la lumière soit faite rapidement dans l'affaire du sang contaminé. Ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentés par Henri Nallet, l'ancien garde des Sceaux qui publie chez Plomb Tempête sur la justice. Et ce soir, le grand témoin du 19-20. Mais d'abord, le tennis. Boris Becker était incontestablement le plus fort cet après-midi en finale à Bercy. Malgré un panache certain, Guy Forget a perdu son titre en 4 manches. Alain Dorvance. Les traits de fébrilité exprimés par un Forget qui doute contrastent avec la détermination insolente de Boris Becker. Prémonition, l'Allemand a déjà intimidé le Français en coulisses avant de le déborder sur le court. Becker s'empare du filet, Forget est déjà dans les cordes. Le tenant du titre subit les pilonnages incessants du rouleau compresseur allemand. Il ne sait plus comment résister au travail de sape permanent imposé par le double vainqueur de Wimbledon qui s'adjuge les 2 premiers sets, 7-6, 6-3. Guy semble pris d'atonie, mais sa solidité mentale prend le dessus. Forget, subitement revigoré, prend à son tour l'assaut du filet pour remporter magistralement le 3e set, 6-3. Le relâchement provisoire de l'Allemand sera sans effet, même s'il titube sur ce coup chanceux du Français. Forget ne peut que reconnaître sa défaite. Boris Becker, décidément supérieur dans tous les domaines, s'imposera dans la 4e manche 6-3. L'Allemand signe un 3e succès à l'Open de Bercy, histoire d'étoffer un palmarès déjà bien fourni. Le chancelier allemand Helmut Kohl, abondamment conspué aujourd'hui à Berlin alors qu'il participait à une très grande manifestation contre le racisme et la xénophobie. Le chancelier a été pris à partie par une minorité des 300 000 personnes présentes sur ses intentions de limiter le nombre de demandeurs d'asile. Joël François Dumont. Berlin, capitale fédérale devenue pour un jour le symbole allemand de la lutte contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. On attendait 100 000 personnes, en fait, plus de 300 000 ont répondu à cet appel pour dénoncer cette lèpre devenue la honte de la démocratie allemande. En tête du cortège, le président fédéral, Richard von Weizsäcker, un homme universellement respecté. À ses côtés, le chancelier Kohl et tout ce que l'Allemagne comptait de dignitaires ou de responsables politiques, économiques et religieux. Tous les partis, les syndicats étaient représentés. Mais une telle révolte, qui fait honneur à un pays dont l'image a été ternie par le système nazi, n'était pas du goût des anarchistes très nombreux autour de Berlin. Autonomes et autres groupuscules d'extrême gauche ont décidé de gâcher la fête, en effet, en jetant des pierres et des œufs sur les personnalités. La police anti-émeute a dû faire usage de matraques pour disperser les manifestants. Les boucliers ont servi à protéger la tribune d'honneur pendant l'allocution du président de la République. Nous ne devrions jamais oublier pourquoi la première République allemande a échoué. Non pas parce qu'il y avait trop de nazis dans les premiers temps, mais parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de démocrates, devait déclarer le président. La dignité humaine est intangible. Autre slogan de cette manifestation, inscrit dans le préambule même de la loi organique fédérale. Les Allemands entendent manifester aujourd'hui à Berlin contre l'extrême droite. 1800 incidents en 11 mois qui ont fait 10 victimes. Mais la menace totalitaire demeure permanente en Allemagne, qu'elle émane de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Comme le rappelait le chancelier Kohl, elle n'est en tout cas pas le reflet de la société allemande d'aujourd'hui. L'homme du socialisme à visage humain dans les années 60, Alexander Dubček, est mort la nuit dernière. Il n'avait peut-être pas été l'inspirateur du printemps de Prague, mais il avait eu le grand mérite de le laisser fleurir. Mario Dilpagnès. Il voulait un socialisme à visage humain, mais l'histoire ne lui donnera que tardivement raison. Né en 1921 en Slovaquie, Alexandre Dubček s'engage à 18 ans au Parti communiste tchécoslovaque, alors clandestin. En 1941, il entre en résistance contre les nazis et à la Libération. Dubček gravit tous les échelons de la hiérarchie du parti jusqu'à devenir premier secrétaire en janvier 68. 4 mois plus tard, un plénum historique du comité central approuve à l'unanimité la voie tchécoslovaque vers le socialisme. Mais le grand frère soviétique ne l'entend pas ainsi. Dubček et son groupe sont convoqués à Moscou, puis accusés de dévier de la ligne marxiste-léniniste. Mise en garde, ultimatum. Le 21 août 1968, les chars du pacte de Varsovie mettent un terme brutal au printemps de Prague. Dubček et les autres dirigeants tchécoslovaques sont arrêtés le lendemain matin au siège du comité central. La fin de la première expérience de perestroïka.
Remplacé à la tête du parti, envoyé en poste en Turquie, puis démissionnaire, Dubček est exclu du PC en 1970 et assigné en résidence surveillée à Bratislava. Isolement, silence, qu'il ne rompra que rarement jusqu'en novembre 89. C'est la révolution de velours, une revanche pour l'homme vaincu 20 ans plus tôt. Dubček revient alors en politique et depuis que la partition de la Tchécoslovaquie est engagée, beaucoup voyaient en lui le premier président de la future République slovaque. Mais cette fois, l'histoire s'est écrite trop vite pour lui. Alexander Dubček prônait les vertus d'une gauche social-démocrate. Comment réagissez-vous à cette disparition? La perte d'un ami, d'un modèle? Pour les gens de ma génération, c'est un moment intense que la disparition de Dubček. Parce que Dubček, avant beaucoup d'autres gens, avant Gorbatchev, avant les autres, avait compris qu'il ne peut pas y avoir de solidarité, il ne peut pas y avoir de socialisme sans liberté. Et il l'avait exprimé puissamment en 1968. Nous étions jeunes à ce moment-là. Mais le printemps de Prague, ça avait été un grand moment. C'est un homme de la liberté qui vient de mourir ce soir. En France, les 940 réfugiés bosniaques, femmes, enfants, personnes âgées arrivées hier à Lyon, ont pris contact aujourd'hui avec les familles ayant accepté de les héberger. C'est une cohabitation un peu particulière qui s'installe. Exemple à Puiseux dans les Ardennes. Reportage de Maxime Douchet. Il y a 3 semaines, Elisabeth Malvi et son fils William entendent à la radio que la France va accueillir des réfugiés yougoslaves. L'idée leur vient à l'esprit, ils en parlent et décident de figurer parmi les familles d'accueil. D'origine polonaise, Elisabeth Malvi a le cœur slave. Pendant la guerre 39-45, son père a été prisonnier, sa mère a beaucoup souffert de la déportation. Ce matin, quelques heures avant de rencontrer les réfugiés, les sentiments se confondaient entre colère et inquiétude. C'est quand même pas normal que ça puisse se passer encore de nos jours. On a quand même les progrès, on va dans la Lune, on va partout et on n'est pas capable de faire quelque chose pour ces gens-là. Dans un peu moins de 2 heures, Elisabeth et son mari feront connaissance avec un enfant et une mère qui ont tout laissé en Bosnie-Herzégovine. Tout, c'est leur ville à moitié détruite, leur maison et leur pays déchiré. 14h30, les 27 enfants arrivent à la mairie de Reims. Commence alors la période de l'attente pour les familles d'accueil. Rencontre entre les regards perdus et innocents des nouveaux arrivés et ceux inquiets et impatients des familles. 15h, Elisabeth découvre enfin Sally, 10 ans, et sa maman, dont le mari est resté en ex-Yougoslavie. Lourdeur de l'émotion, des larmes et un mot, Faala, en yougoslave, ça veut dire merci. Ça fait tout drôle, on croit avoir sa propre famille comme ça. Ça donne envie de pleurer, puis on est heureux de voir que c'est un petit garçon, je pense, qui va s'entendre avec William, et il a l'air d'être tout à fait charmant. Je suis contente, mais en même temps malheureuse de voir que ces enfants, cet enfant-là, cette dame-là, serait peut-être plus heureux s'il n'y avait pas la guerre là-bas chez eux, quoi. Il y a quelques familles bosniaques qui seront accueillies aussi dans Lyon. Vous ne craignez pas que ces familles, après 9 mois passés en France, elles vont rester jusqu'à fin juin, aient un très très difficile retour au pays ensuite? Oui, c'est une chose qui me préoccupe. Dans ma région, nous accueillons en effet quelques enfants et quelques mères de famille. Mais nous veillerons à les accompagner et en particulier à permettre dans les meilleures des conditions leur retour. Je crois que cet élan de solidarité est justifié, mais il faudra le faire avec beaucoup de précautions pour permettre, dans de bonnes conditions, qu'il y ait un retour qui ne soit pas un déchirement. La politique maintenant, avec les multiples incidents au cours de la fête bleu-blanc-rouge du Front National. La consigne de cet autocollant distribué sur place a été suivie à la lettre. Notre confrère Charles Sanviti avait été frappé au visage hier soir au Bourget. Avec Thierry Isaac, aujourd'hui, il a vécu les agressions dont ont été victimes des collaborateurs de TF1 et de RFO. Voici leur reportage cet après-midi au Bourget. Je pense que le pouvoir médiatique a désormais une telle puissance qu'il faut qu'il soit encadré dans le cadre de la Constitution, comme le législatif, comme le judiciaire. Encadrer la liberté de la presse, une idée fixe répétée pendant 4 jours aux militants. Pour Jean-Marie Le Pen, la télévision est totalitaire. Message à destination interne, fidèlement interprété par certains. Ici, au Bourget, distribution de tracts sans équivoque, appel à molester les journalistes, appel suivi des faits, violence verbale et physique cet après-midi. Une équipe de télévision est prise à partie ou encore ce confrère, évacué par ambulance après un coup reçu à la nuque. Face à ce climat et à de telles pratiques,
aucune des télévisions présentes n'a filmé le discours final de Jean-Marie Le Pen. Mais la totalité des journalistes présents sur place a décidé de quitter les lieux après ces incidents. Un mot sur ce sujet? Je crois qu'à intervalles réguliers, Jean-Marie Le Pen laisse parler sa vraie nature. Et ce soir, on constate à nouveau sa vraie nature. Je crois que les idées que professe Jean-Marie Le Pen et le Front National sont dangereuses pour la liberté, c'est tout. Mais cet appel au lynchage médiatique, ça vous inquiète pour l'avenir? Bien sûr que c'est inquiétant. Je crois d'ailleurs que, d'une façon générale, notre société, à l'heure actuelle, est prête à pratiquer assez facilement le lynchage. Il me semble qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus tolérant, mais la vertu de la tolérance n'est pas pratiquée par Jean-Marie Le Pen. Je crois que ces idées sont dangereuses. Tout en se montrant favorable à une révision ultérieure de la Constitution, Édouard Balladur, invité du forum RMC L'Express, a souhaité aujourd'hui que toute la lumière soit faite par la procédure actuelle dans l'affaire du sang contaminé. Dans l'état actuel des choses, donc, on ne peut pas espérer un changement de la Constitution. Va-t-on laisser ce problème non réglé? Jusqu'aux élections législatives, je pense que ce serait dangereux. Dangereux, je répète, pour la santé morale de notre pays. Et je crois que dans ces conditions, le plus sage, c'est d'appliquer la procédure actuelle, même si elle n'est pas parfaite. Elle offre quand même des garanties. Alors, Henri Nallet, plusieurs questions sur ce sujet avec Gilles Leclerc. La procédure actuelle, c'est aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la Constitution de la Haute Cour. Quelles sont vos réflexions à ce sujet et que faut-il faire, surtout dans l'immédiat? Je crois en effet que le problème qui est posé à l'heure actuelle à notre société, c'est que la mise en responsabilité des ministres qui ont eu à s'occuper de ces affaires ne peut pas fonctionner parce que la Haute Cour ne fonctionne pas. D'où la proposition de Laurent Fabius de trouver d'autres voies, et en particulier de permettre aux hommes politiques de répondre de leurs responsabilités comme les autres citoyens. Peut-être faudrait-il élargir la réflexion. Il me semble qu'au fur et à mesure que l'on connaît un petit peu mieux ce qui s'est passé, en fait, la question qui se pose, c'est de savoir comment notre système de santé publique dans sa totalité a pu exploser à ce point. Et je trouve que les remarques qu'a fait récemment Bernard Kouchner sont très justes. Bernard Kouchner essaie d'élargir la réflexion à l'ensemble. Et il faut que les Français, et en particulier les familles qui souffrent et qui ont eu à souffrir, sachent comment les choses se sont passées. Voilà pourquoi je crois que toute exploitation politicienne de cette affaire me paraît proprement scandaleuse. Alors, est-ce que les hommes politiques actuels pourront élever leur réflexion, élever leur débat au niveau qu'il faut? Le niveau qu'il faut, c'est à la fois permettre de savoir comment les choses se sont passées, et dans la totalité, y compris dans le milieu médical, et d'autre part, de permettre à un système de mise en cause de la responsabilité des hommes politiques de fonctionner. Moi, je ne suis pas sûr que si on reste à l'heure actuelle sur le système de la Haute Cour, on ne soit pas en fait en train de se contenter de bonnes paroles, puisqu'on sait que la Haute Cour est très difficile à faire fonctionner, et j'ajoute en plus que la Haute Cour telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle est une juridiction d'exception où l'instruction est faite par des hommes politiques et le jugement par des hommes politiques. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux aller dans le sens de ce qui est indiqué par Laurent Fabius ou Michel Rocard, c'est-à-dire mettre des filtres et mettre aussi un peu la justice. Ça demande un changement de constitution, monsieur Nallet. Ça veut dire que ça va prendre du temps. Donc dans l'immédiat, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut tout de même si ça n'est pas l'idéal, que la Haute Cour puisse se réunir? Ça peut aller vite. À l'heure actuelle, le Parlement est en session. S'il y a une vraie volonté chez tous les hommes politiques, comme le Premier ministre l'a rappelé, il faut un consensus sur cette question, parce qu'il ne s'agit pas de renvoyer la balle d'un camp à l'autre. C'est un vrai problème de fonctionnement de nos institutions qui est posé. Il faut qu'on arrive à un consensus. Si nous arrivons à un consensus, ça peut aller très vite. Il suffit de faire voter à l'Assemblée nationale, puis au Parlement, puis de réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès, et la réforme peut être faite. On peut le faire quelques mois avant les élections législatives, c'est possible, dans un climat politique qui est ce qu'il est aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Si nous sommes les uns et les autres capables d'assumer face au peuple, face aux Français, ce problème dramatique qui nous interroge tous, comment cela a-t-il pu se produire? Il faut que nous sachions pour pouvoir corriger le système. Pourquoi les hommes politiques n'arriveraient pas à s'entendre pour prendre une décision forte, mais qui concerne le fonctionnement de notre démocratie? C'est ce que vous attendez, sous forme de proposition, des propos du chef de l'État demain soir? Je pense que le président de la République abordera cette question, et que, en tant que garant des institutions, il aura sans doute à dire des choses importantes aux Français. Qu'aimeriez-vous entendre, vous? Moi, j'attendrai que le président de la République ait parlé, parce qu'en ces matières, en particulier pour tout ce qui touche à la réforme de la Constitution,
le maître d'œuvre et le responsable, c'est le chef de l'État. Monsieur Nallet, cette affaire touche Laurent Fabius, on l'a vu, et touche aussi par ricochet le Parti socialiste qui connaît des difficultés aujourd'hui. Quel diagnostic faites-vous aujourd'hui sur l'état de santé du Parti socialiste? Je crois qu'il faut distinguer les deux choses. L'affaire du sang et l'affaire de la transfusion, c'est un problème d'État qui doit être traité comme tel et surtout pas de manière politique. Je le redis encore, je trouve que le fait d'utiliser le malheur de famille pour faire de la politique politicienne, je trouve ça assez ignoble, ça ne grandit pas les hommes politiques qui le font, donc laissons ça de côté. Pour le reste, le Parti socialiste, il se trouve dans la situation d'un parti qui soutient le gouvernement, qui est au pouvoir dans une période particulièrement difficile. Alors il prend beaucoup de coups, c'est donc difficile pour les socialistes. Il prend des coups en interne aussi. Prend des coups en interne aussi, un petit peu, c'est peut-être pas les plus importants. J'allais dire que les socialistes ont l'habitude. Ils se transforment, on entendait des voix ici et là. Vous savez, je crois que dans la vie politique, toutes les institutions, tous les partis doivent constamment se transformer à la mesure de la transformation de la société. Or, notre société à l'heure actuelle se transforme. Évidemment qu'il faut que les partis politiques se transforment, surtout s'ils veulent continuer à entendre ce qui se passe dans la société, à lui proposer des réponses. On ne le balaye pas, le Parti socialiste existera toujours. Mais bien sûr que non, c'est une famille politique, et j'allais dire c'est une famille philosophique et idéologique de notre société qui doit bien sûr s'adapter, qui doit se transformer, mais elle est là et je crois qu'elle a encore son mot à dire. Alors, dans votre livre Tempête sur la justice, vous décortiquez les mécanismes qui régissent les relations entre la justice et la politique. Avez-vous été choqué par la publication cette semaine dans Le Monde de quelques extraits de rapports judiciaires concernant François Léotard? Oui, j'ai été choqué comme j'ai toujours été choqué lorsque j'ai vu publier dans un journal, quel qu'il soit, et ce ne sont pas les journalistes qui sont les plus responsables, des documents ou des éléments d'une instruction en cours. Pourquoi? Parce que tant que la justice ne s'est pas prononcée, c'est-à-dire tant que les juges du fond ne se sont pas prononcés, celui qui a à rendre des comptes à la justice est présumé innocent. Et livrer des pièces d'instruction à la connaissance de tous, je crois que c'est trahir un secret qui est là non pas pour empêcher qu'on sache, mais pour protéger les gens. Dans ce cas précis, puisque nous parlons de François Léotard cette semaine dans Le Monde, il y a eu d'autres exemples de fuites organisées. Qui peut avoir intérêt à livrer au monde, ou qui a les moyens de livrer au monde des extraits parcellaires d'un rapport judiciaire? Écoutez, je n'en sais rien et je ne sais pas qui les a livrés. En tout cas, ce que je peux dire, et que j'explique assez longuement dans le livre que j'ai écrit, c'est que nous vivons dans la société de la photocopieuse. Et que les pièces d'instruction partent avec une facilité extraordinaire, d'autant plus que tout le monde considère que le secret de l'instruction étant violé tous les jours, on peut continuer à le violer de manière impunie. Je pense qu'il faudra qu'on revienne là-dessus et qu'on fasse au moins, comme font nos amis britanniques, c'est qu'on interdise de publier le nom des personnes qui ont à rendre des comptes à la justice tant qu'elles n'ont pas été jugées. Ce serait déjà la moindre des choses. Une question naïve que se posent peut-être les citoyens. Un ministre de la Justice a-t-il les moyens, on est au cœur de votre livre, et puisqu'on parlait de l'histoire de l'affaire concernant François Léotard, le ministre de la Justice a-t-il les moyens, par exemple, de faire bloquer aujourd'hui une décision de non-lieu? De retarder un calendrier. Ou de retarder un calendrier judiciaire? Je crois que c'est de moins en moins le cas, et que ce sera de moins en moins le cas. Peut-être est-ce que ça a existé... Pardon ? Ça reste possible. Ça reste théoriquement possible. Mais quand je faisais allusion à la photocopieuse tout à l'heure, je voulais dire aussi que si le ministre de la Justice veut intervenir sur les procureurs de la République, comme il en a en principe le droit, si le procureur de la République n'est pas d'accord, tout ça se sait très vite, les journaux s'en emparent, et le malheureux ministre de la Justice se retrouve dans la plus mauvaise des situations pour s'expliquer. Je crois qu'il faut mettre au clair, je le propose dans le livre, il faut mettre au clair les relations entre le ministre de la Justice, qui doit assumer ses responsabilités, il doit définir la politique criminelle de la nation, et les procureurs. Et je propose que lorsque le ministre de la Justice a un point de vue à faire valoir dans une affaire délicate ou importante, différente de celle du procureur, eh bien qu'il l'écrive, qu'il le motive et que ça figure au dossier. Comme ça, les choses seront claires. Une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui au Havre, où l'équipage d'un navire ukrainien est accusé d'avoir jeté en pleine mer 7 hommes de nationalité ghanéenne. Au Havre, François Velli. Dans la brume du port du Havre, la silhouette du Macruby, la silhouette d'un cargo qui pourrait bien être le cargo de la honte. De graves accusations pèsent en effet sur plusieurs membres de l'équipage de ce cargo battant pavillon des Bahamas, un navire transportant du cacao arrivé jeudi soir au Havre en provenance du port ghanéen de Takoradi.
Un passager clandestin ghanéen qui a pu débarquer du navire au Havre accuse en effet le capitaine et 5 membres d'équipage, tous ukrainiens, d'avoir battu et jeté en plein océan au large du Portugal 7 de ses compatriotes ghanéens, tous des clandestins, avant de tirer sur eux à la carabine. Une révélation prise très au sérieux par les autorités puisqu'une information judiciaire a été ouverte. Les 6 membres de l'équipage ont d'ailleurs été interrogés dans la journée par la police havraise avant d'être déférés il y a quelques minutes devant le parquet du Havre. Quant au cargo bahaménien qui devait normalement quitter le Havre vendredi, il est ce soir toujours à quai, au terminal Herman du Pasquier. Le Macruby a subi ce dimanche toute une série de fouilles. Côté autorité, c'est ce soir le blackout total. Plus rien ne doit filtrer dans cette affaire. On attend maintenant la déclaration du procureur demain dans l'après-midi. Un procès inédit s'ouvre demain au Sénat. Des personnalités politiques, des juristes, parmi lesquels Henri Laborie, André Chandernagor, Michel Crépeau, se réunissent pour refaire l'histoire. 552 ans après son exécution, ils ouvrent le dossier de Gilles de Rais, condamné à mort pour hérésie, sorcellerie et meurtre de quelques 150 enfants. Gilles de Rais, devenu barbe bleue sous la plume de Charles Perrault. Rappel de sa vie, Anne Gouraud, Alain Thomas. Il s'appelait Gilles de Rais. À 24 ans, il était maréchal de France, mais l'histoire n'a retenu du compagnon d'armes de Jeanne d'Arc qu'un surnom, Barbe Bleue. Barbe Bleue, l'ogre des légendes, le monstre accusé d'avoir violé et tué 150 enfants dans son château de Tiffauges, accusé aussi d'hérésie et de sorcellerie. Un mythe créé en 1440 par des accusateurs eux-mêmes suspects, du duc de Bretagne à l'évêque Jean de Malestroit, tous les membres du tribunal convoitaient l'argent de Gilles de Rais. Il s'agissait de déshonorer un homme qui était demi-fou pour s'emparer d'une fortune qui était la première de France. L'Inquisition a arraché un héros à l'histoire pour donner un monstre à la légende. Moi, c'est la démarche inverse. J'arrache un monstre pour redonner un héros. Fondateur du comité de réhabilitation de Gilles de Rais, Gilbert Proutot dénonce ce qu'il appelle le premier procès stalinien de l'histoire. Si Barbe Bleue a avoué ses crimes, c'est par peur du bourreau, c'est aussi parce que buvant 5 litres de vin à 22 degrés par jour, le régime sec de la prison l'a rendu à demi fou. On le met à l'eau fraîche. Le drogué devient un drogué en manque. Et vous savez qu'un drogué en manque, on peut lui faire dire n'importe quoi. On le laisse mijoter dans son manque. Et puis, au bout d'un mois, on lui porte la deuxième estocade, l'excommunication. Cet homme qui est un fou mystique devient fou tout court, car on lui a retiré ses 2 drogues, la physique et la métaphysique. J'entends la drogue et la Sainte Vierge. Malgré l'absence de cadavres, malgré le manque de preuves, Gilles de Rais sera pendu le 26 octobre 1440 à Nantes. Assassin, dément ou victime d'un complot, la cour arbitrale réunie au Sénat lundi devra en décider. Composée de personnalités du droit et de la politique, cette cour donnera quoi qu'il en soit une seconde chance à la mémoire du compagnon de Jeanne d'Arc. Nous refermons ce journal en musique avec Salif Keïta en concert demain à l'Olympia. L'une des plus grandes voix africaines est aussi un personnage, vous allez le voir, hors du commun. Il a reçu chez lui en banlieue parisienne Thierry Stampfler et Catherine Berthier. Fils de prince, mais albinos et vite rejeté par les siens, le Malien Salif Keïta est aujourd'hui l'un des artistes africains les plus appréciés par ses confrères musiciens. Carlos Santana est par exemple un de ses plus grands fans. Il vit depuis 8 ans à Montreuil, où nous avons visité, à 2 pas de chez lui, un foyer d'accueil pour travailleurs immigrés. Un de ces lieux où, malgré les conditions de vie pour le moins difficiles, les Africains tentent de recréer un peu de la convivialité de leur terre d'origine. Malgré certaines critiques, Salif Keïta tente d'établir des passerelles entre musique africaine et occidentale, affirmation constante d'une volonté presque philosophique de métissage. 50% musique africaine, le rythme, la mélodie et les arrangements un peu occidentaux permettent à la musique d'être un peu ouverte à d'autres cultures. Répétition hier soir avec la visite surprise de Joe Zawinul, musicien prestigieux, inventeur du jazz rock aux côtés de Miles Davis. Zawinul sera demain sur la scène de l'Olympia avec Salif Keïta. Miles and me and Wayne Shorter and me, we never talked about music. Salif and me, we don't have to talk about music. It's just something, a feeling, you know.
Un dernier mot, Henri Nallet. Dans votre livre, Tempête sur la justice, vous apparaissez meurtri par votre passage au ministère de la Justice, par les différentes affaires que vous avez dû gérer. Comment situez-vous aujourd'hui votre avenir politique? Quel contour souhaitez-vous lui donner? C'est vrai que le passage au ministère de la Justice n'a pas été facile, et je le dis franchement dans le livre, et je le raconte. Mais ça a été aussi très fort, très passionnant, et j'ai voulu en tirer quelques leçons ou quelques propositions. C'est-à-dire que je continue, et que je compte bien être présent dans le débat public, en particulier sur des questions comme celles qui concernent la justice. Je crois que la justice est très importante pour le fonctionnement de notre démocratie. Deux petites questions rapides et deux réponses, je l'espère, tout aussi rapides. Vous envisagez d'être l'un des artisans de la réforme au sein du Parti socialiste? Moi, j'ai toujours été pour la réforme. Je suis un réformiste convaincu. Quand il y aura des chantiers pour faire de la réforme au Parti socialiste ou ailleurs, je suis partant, bien sûr. Vous serez candidat aux élections législatives? Évidemment, je crois que ça fait partie de la déontologie de notre métier. J'ai eu des responsabilités, je viens me présenter devant mes électeurs. C'est aussi un petit peu pour eux que j'ai écrit ce livre. Comme ça, ils pourront juger sur pièce. Merci Henri Nallet d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Dans un instant, météo complète de Michel Touré. À 20h45 sur la 3, ce sont les journalistes qui feront leur cirque, le célèbre gala de la presse présenté par Julien Lepers. Je vous retrouve à 22h30 pour le soir. Très bon début de soirée, merci.